Je vais essayer de faire cette présentation en 10 minutes, donc si des fois vous me voyez passer des trucs rapidement, c'est parce que j'ai pas le temps. Mais c'est pas grave, on va essayer. Donc le but c'est de vous parler un peu d'éco-conception et d'IA, deux sujets assez en vogue en ce moment. Petite info avant, je suis développeur front-end, je fais des cours d'éco-conception en Miage, c'est de la sensibilisation, je suis pas un expert en éco-conception. Je suis pas chercheur, je suis même pas passionné par l'IA. Je parle juste d'IA parce que ça intervient dans notre métier, dans notre société. Donc il y a des questions à se poser. Il n'y a pas beaucoup de données existantes aujourd'hui sur l'impact de l'IA sur l'environnement, et plus spécifiquement encore sur l'IA qu'on utilise nous dans notre quotidien de développeur. Donc tout va être qu'estimation, des estimations assez larges, avec un focus maintenant après sur la partie éco-conception. Petit rappel rapidement sur ce qu'est l'éco-conception. Le principe, c'est de concevoir un service numérique en essayant de minimiser au maximum les impacts sur l'environnement. Pour faire ça, on se base sur le cycle de vie de l'application. Donc, on va analyser tout le cycle de vie. Donc, c'est ce que vous voyez à droite dans la partie de gauche. C'est ce qu'on a tendance à voir habituellement dans l'éco-conception globale. Mais pour les services numériques, il va falloir qu'on adapte un peu ce cycle de vie-là. Voilà, donc on va parler de la conception, réalisation, etc. Et pour chaque phase du cycle de vie, on va regarder quels sont les impacts de notre application sur l'environnement, suivant un tas de critères. Pour faire ça aujourd'hui, il y a la RGESN, donc qui est un référentiel, c'est un peu le gros référentiel qu'on a aujourd'hui, qui est fait par l'ARCEP et l'ARCOM, avec l'ADEME notamment. La RGESN, c'est plein de bonnes pratiques pour évaluer les fonctionnalités. Donc en fait, le but c'est vraiment de prendre tout le cycle de vie. Donc on va regarder le besoin, les fonctionnalités, est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes, nécessaires, etc. Que ce soit avant le développement, pendant le développement, et après on va continuer de se questionner sur l'intérêt de tout ça, avec comme guideline toujours que la fonctionnalité qui a le moins d'impact sur l'environnement, c'est celle qui n'existe pas. On va aussi se poser des questions sur les bonnes pratiques au niveau de notre code base. Est-ce que notre code base est bien maintenable? Est-ce qu'elle est scalable? C'est important de pouvoir s'adapter aux usages et donc de pouvoir augmenter ou diminuer la charge de nos serveurs par exemple, et d'intégrer avec tout ça l'optimisation des ressources. On a beaucoup de données qui passent à travers le réseau, qui sont stockées sur les clients et sur les serveurs, et donc il faut essayer d'optimiser tout ça, de réduire au maximum. Voilà. Donc tout ça c'est plein de bonnes pratiques qui sont dans la RGESN, c'est 78 pratiques au total. Et pour chaque pratique, il faut les mettre en place, ce qui peut déjà être assez lourd. Faut mettre en place des indicateurs. Faut pouvoir tracer si ce qu'on fait c'est efficace. On essaie vraiment de se baser sur la donnée. Donc prendre des indicateurs avant pour voir l'état de notre application. Et une fois qu'on a mis en place la pratique, le tracer dans le temps avec du monitoring et documenter tout ça. Dire pourquoi est-ce qu'on a fait des choses. Parce qu'aujourd'hui la dette dans les services numériques, ça existe beaucoup parce qu'on ne trace pas ce qu'on fait. Et que des gens arrivent derrière et comprennent pas et rajoutent des couches. Donc ça c'est pour les pratiques, et avec tout ça on se dit peut-être que l'IA peut nous aider à éco-concevoir. En fait elle le fait déjà en partie parce qu'elle nous aide à coder. Et la question que moi je me posais, on pourrait débattre longtemps sur ça, la question que je me posais c'est quel est l'impact derrière de l'IA avec les données du coup que j'ai pu trouver. Si on veut imaginer l'impact de l'IA, on va faire pareil, on va faire une ACV, donc une analyse du cycle de vie de l'IA. Donc ça, c'est un cycle de vie qui est proposé notamment par Mistral. Mistral qui se positionne quand même en essayant d'être assez sobre. Donc on peut se douter que les autres fournisseurs d'IA, on est sur des trucs un peu plus larges que ça. Et ils nous ont donné que les données en proportion. La quantité exacte des émissions, je les ai pas trouvées. Peut-être qu'elles se trouvent, mais en tout cas, je les ai pas là. Voilà. Ce qu'on peut voir avec ça, c'est que la majeure partie de l'impact, il se trouve sur l'entraînement du modèle et l'usage, ce qu'ils appellent l'inférence en IA. Et donc, avec eux, ils ont pris 3 critères, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation d'eau et l'utilisation de matériel pour les serveurs. Eux, ils disent que pour la construction d'un data center, ils sont assez faibles, c'est parce qu'ils réutilisent souvent des data centers déjà existants. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de projets de data centers qui explosent, et notamment un dans le coin. Donc voilà pour ça. Petite info aussi, ce qu'on entendait au début de l'IA, c'était que c'était l'entraînement des modèles qui était le plus impactant, et après l'usage était assez négligeable. Aujourd'hui, ça s'est inversé. J'ai entendu des 60-40, 60 sur l'usage et 40% sur l'entraînement.
Et en plus de ça, en fait, ils entraînent tout le temps des modèles. Donc en fait, c'est un impact qui est continu et qui n'est pas du tout ponctuel. Quelques données rapidement. Les données sont vieilles, évidemment, parce qu'ils ne communiquent pas les fraîches. GPT-3, pour la partie entraînement, on considère que c'était 120 foyers américains en termes d'énergie pendant 1 an. GPT-4, c'est 8 modèles plus gros que GPT-3. Data4Good avait estimé que c'était 10 à 100 fois supérieur en termes d'impact que GPT-3. Et OpenAI a donné une information plus tard qui disait que l'entraînement était équivalent à 5000 foyers américains. Donc on est sur un x40 en termes d'impact. J'ai pas eu de données sur GPT-5, je suis pas sûr que ce soit bien mieux. En termes d'inférence, donc au niveau de l'usage, Google disait qu'un prompt de ChatGPT c'est environ 10 recherches Google en termes d'énergie. Ils ont communiqué plus tard sur Gemini en disant qu'un texte médian c'était environ 0,24 Wh, donc qui est équivalent à 6 secondes de télé. Donc ça a un impact qui est quand même pas négligeable, parce qu'on n'est que sur un prompt de texte médian, on n'est pas sur les générations d'images, etc. Et en termes matériels, il y a encore beaucoup d'impact, plus 44% d'utilisation de GPU dans les data centers. C'est là où on est sur de l'approximation, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir si c'est vraiment dédié à l'IA. Par contre, on sait que l'explosion aujourd'hui des GPU dans les data centers, c'est surtout pour l'IA, donc on peut faire le rapprochement. Et on estime que les impacts de data centers seront 16 fois plus grands qu'aujourd'hui, en 2030. Donc quelques chiffres qui sont plutôt inquiétants. L'impact du numérique sur l'environnement de manière globale, en France aujourd'hui c'est 2,2%. Enfin en 2022 c'est 2,2%. Alors c'est des chiffres qui doivent dater de 2019, je n'ai pas trouvé exactement l'info. Et les data centers représentaient 16%. En 2025, la dernière étude qui a été faite, donc par l'ADEME tout le temps, donc sur des données de 2022, c'est 4,4%, donc le double. Et cette fois-ci, les data centers, c'est 46% des émissions. C'est des chiffres de 2022, donc le boom de l'IA, il n'est pas dedans. Ils prennent en compte aussi l'impact des usages des data centers qui sont à l'étranger. Donc c'est aussi pour ça que les chiffres ont grossi. C'est parce qu'en fait, ils ont élargi un peu leurs données, la source des données. Donc ok, ça a des impacts, mais est-ce que à mon échelle c'est vraiment impactant? Et en tout cas, ça me permet de me rendre plus productif. Il y a une étude qui dit que non. Alors cette étude elle est largement à questionner. Ils l'admettent complètement parce qu'ils ont pris que 16 développeurs expérimentés dans le domaine de l'open source sur des gros projets. Par contre, leur protocole est hyper sourcé. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez voir cette étude de Meter. Il y a 2 informations intéressantes qui ressortent de cette étude. C'est que déjà au final, ils ont constaté qu'ils étaient moins productifs que sans utiliser l'IA. Et surtout que ils avaient estimé avant et après qu'ils allaient être plus productifs. Donc avant, ils ont estimé qu'ils allaient être plus productifs et après, ils ont estimé qu'ils ont été plus productifs. Et ça nous montre surtout, c'est ça que moi je trouve le plus intéressant dans cette étude, c'est que ça nous montre qu'on a un biais assez fort sur le fait que l'IA nous rend plus productifs. Un biais qui est sûrement dû au confort que ça nous apporte par contre. Voilà. Donc c'est pour mettre un peu en relativité même ce truc de productivité qu'on voit partout. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui prouvent que ça nous rend plus productifs, et les études qui le font, c'est des études de Microsoft commandées par Microsoft pour Copilot, sur 35 développeurs en Inde. Voilà. Donc bon. Ok, ça nous rend plus productifs, on part de ce principe-là. Maintenant, en termes d'effet rebond, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a gagné? Est-ce que c'est pour produire plus? Si c'est pour produire plus, est-ce que ça réduit vraiment notre impact? Si c'est pour développer des fonctionnalités inutiles, ça sert à rien, et c'est souvent ce qu'on voit. On se dit, bah, c'est bon, on peut faire vite des fonctionnalités parce que l'IA nous aide. Je fais vite. Ce qu'on retient de tout ça, donc c'est que l'éco-conception, ça reste quand même quelque chose d'assez lourd. Si vous vous plongez dans RGSN, vous voyez que ça fait beaucoup de charge de travail. Donc on se dit, peut-être que l'IA peut aider, et honnêtement, peut-être que l'IA peut vraiment aider à mettre en place de l'éco-conception. Mais il ne faut pas négliger son impact, et c'est pas forcément pertinent. Le but, c'est de se dire qu'il faut toujours contextualiser l'utilisation de l'IA pour savoir si ça va être pertinent ou pas. À quoi va servir le service numérique? Peut-être que si on fait un service numérique qui va permettre d'optimiser des ressources, peut-être que l'usage de l'IA est pertinent. En termes de balance, on va s'y retrouver. Quelle IA on utilise? Il y a des IA qui vont être dites frugales, donc c'est les IA en fait qui vont être éco-conçues. Mistral se classe un peu parmi celles-là. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps économisé? Est-ce qu'on le met sur se former, optimiser, ou est-ce qu'on le met sur créer toujours plus de fonctionnalités plus ou moins utiles? Puis après, des questions beaucoup plus larges. C'est quoi l'avenir de notre métier avec l'IA? Et quand est-ce que la bulle va exploser? Est-ce que se baser sur une technologie dont on ne connaît pas trop l'avenir, voilà, est-ce que c'est une bonne idée, sachant qu'on va perdre de la compétence et de la connaissance dessus, sur le dev en tout cas.
Voilà. On avait dit une présentation fun, j'espère que c'était assez fun. Si vous voulez plus d'infos sur tout ça, je me suis beaucoup appuyé sur ce rapport qui est de l'impact de l'intelligence artificielle, risques et opportunités pour l'environnement, qui est fait par le Comité économique, social et environnemental. Dedans, ils essaient de creuser justement toutes ces questions de quel est l'impact de l'IA, et ils ont pas mal tout l'aspect justement sur l'IA frugale, donc comment est-ce qu'on fait pour éco-concevoir une IA, etc. Avec plein de recommandations, c'est assez intéressant. Voilà, je vous remercie.